À Paris en 1900 la règle prit corps au rythme électrique d'un soir sur deux et d'une heure fixée par affiche mais corrigée par le vent, chaque illumination de la tour Eiffel emportait un enfant, non dans le vacarme de la foule ni dans le tumulte des orchestres de l'exposition, mais au moment exact où la première vibration se faisait entendre dans le métal et où la peau de la ville changeait d'odeur, un mélange d'ozone, de poussière chaude et de soupirs montés des allées. La phrase n'était pas écrite, elle s'insinua dans les gestes des marchands qui rangeaient un plateau un peu plus tôt, dans la prudence des mères qui faisaient passer une main sur la nuque d'un petit avant la minute décisive, dans la mémoire des gardiens qui, après la fermeture, alignaient des chiffres inutiles pour se retenir de comprendre. Paris brillait sous le mot progrès, les affiches promettaient une fête de lumière qui corrigerait les anciennes nuits, les visiteurs suivaient les dômes verts et fer comme des planètes alignées, la Seine portait les reflets en nappe fauve, la tour s'était fait organe pour respirer une air, et pourtant le nombre discret des absences, sur les marches du Trocadéro, au bord des pelouses du Champ de Mars, sous les colonnes d'un palais temporaire, composait un autre calendrier, serré, tenace, sans mots. Celui qui finit par noter d'une main sur l'irrégularité constante était un photographe sans programme officiel, un artisan de plaques sèches qu'on appelait de son nom et nom de sa boutique, un homme qui savait l'odeur des bains et la patience des temps de pause, un piéton entêté qui louait le soir un morceau de balustrade pour fixer la fumée des projecteurs, l'étirement d'un faisceau, l'ombre d'un pylône sur la brume. Il montait ses chambres dans l'ombre des stands, calait le trépied dans un entrelac de cordages et de fils, ajustait la bonnette dans l'odeur d'encaustique et de sucre brûlé, effaçait d'un doigt les poussières sur la gélatine, fermait l'obturateur d'un geste sans emphase, rentrait de nuit avec le cliquetis discret d'une petite valise où dormaient des rectangles de nuit, et dans la lumière rouge de son réduit il voyait apparaître sous l'AGBR les mêmes échappées de faisceaux, les mêmes silhouettes droites, les mêmes clochers noyés de vapeur, à ceci près qu'un visage revenait, trop net pour un hasard, trop modeste pour un sujet, un garçon d'une dizaine d'années avec une casquette usée, une veste trop courte et le regard fermé comme un volet battant, placé chaque fois à la jointure de deux sources, à la limite du premier allumage, à l'endroit exact où la nuit cède non par abandon mais par contrat. La répétition prit d'abord la forme d'un scrupule technique, il pensa à un défaut de châssis, à une fuite de lumière qui aurait enregistré une silhouette antérieure, à une contamination de bain, à une planche mal lavée, à ce genre d'erreur qu'un professionnel s'interdit d'aimer parce qu'elles appartiennent à la paresse ou à l'orgueil. Il rinça davantage, il tourna les cuvettes, il changea d'eau, il remplaça un obturateur fatigué, il prêta son matériel à un collègue pour provoquer l'accident chez un autre, il acheta des plaques d'un autre fournisseur, il déplaça son poste de prise de vue de 20 pas vers la Seine, de 30 vers la passerelle, de 50 vers le socle nord, il compta les secondes entre le premier grésillement dans les câbles et la naissance du halo sur la peau du fer. Il nota le pas des régulateurs sur la plateforme, il écrivit les vents, les heures, les couleurs du ciel, il composa un registre d'horloger au pays des feux. Le garçon revenait, présent une fois, absent la veille, réapparu 2 nuits plus tard, jamais 2 fois exactement au même endroit, pourtant toujours sur la courbe d'un faisceau initial, comme si la lumière, avant de se donner au monument, prenait à la ville une forme enfantine pour payer sa dette. Sur 2 plaques prises à un mois d'intervalle, le garçon tournait l'angle de son visage vers un autre foyer, il semblait toujours regarder un point que le photographe ne cadrerait jamais entier, un point bas, hors du dessin des poutrelles, là où les hommes de l'exposition avaient masqué des câbles, abrité des dynamos, escamoté aux visiteurs la mécanique lourde qui transforme des chutes d'eau, des charbonnages et des bras en clarté. Le photographe, en développant une vue où la pluie avait sali la gélatine d'un voile laiteux, aperçut au bord du cadre, dans le bokeh maladroit d'une lampe au magnéto, l'ombre d'une trappe, carrée, balafrée d'un chiffre au pochoir, un E.6 peint à la hâte à même le bois noirci. La nuit suivante il posa sa chambre plus bas, près des palissades de livraison, et laissa dans le cadre un morceau de terre battue sans intérêt, pour la première fois il descendit du ciel de fer vers la glaise où vivent les machines et les enfants. Autour de la tour on ne marchait pas au hasard, on suivait des lignes posées par des ingénieurs qui aiment autant la foule que les câbles, on contournait des pavillons dont la peau de verre cachait des viscères de cuivre, des poulies, des soupapes, des carcans de fonte, des dalles traversées par des trémies, des coffres vides qui avaient contenu des projecteurs le soir d'une inauguration. Sous ce théâtre provisoire vivait un second Paris, couloirs serrés, caves aménagées, ateliers borgnes où la peinture verte prenait sur le métal la sueur des hommes. Le photographe multiplia les plaques basses, il laissa courir dans ces cadres des rectangles d'ombre où l'on ne verra jamais l'éclat d'une affiche mais où se cachent les vérités pauvres, il y inscrivit des fragments de plancher lavés de pluie, des bourrelets de câbles à moitié enterrés, des rivets plus épais là où un panneau a été reposé sans souci d'alignement, des dévers à peine visibles qui indiquent une charge qui ne dit pas son nom, des traces de sabots et des pas d'enfants stables dans des endroits où la circulation officielle n'a pas de raison de venir. À mesure que les plaques s'alignaient, le visage du garçon se tenait comme un repère vivant, présent la veille d'une grande illumination, absent l'après, à nouveau présent une nuit plus claire, dédoublé sur une gélatine capricieuse ou la double exposition, pourtant impossible au vu des précautions,
dessinait deux silhouettes à 2 secondes d'écart, la première face au câble, la seconde alignée sur la tour. On aurait pu dire spectre si le grain n'avait pas été si charnel, on aurait pu parler d'un trucage s'il ne s'était pas agi de plaques différentes, on aurait pu invoquer une manie de l'œil si l'on n'avait pas trouvé, sous la main, la même bouche serrée, la même casquette, le même pli de veste. Il ne notait jamais le garçon de jour, jamais au matin, jamais l'après-midi, jamais à contre-jour près de la Seine, seulement dans cette minute où Paris voulait se donner pour capitale de la lumière et où les grands organes de cuivre sifflaient doucement comme des bêtes rassasiées qui reprennent souffle. Le champ de Mars, en dessous de ces promenades, cachait des ateliers dont les plans n'appartenaient pas tous au présent, les pavillons temporaires avaient nécessité des fondations qui, pour tenir, s'étaient greffées sur de vieux souterrains militaires, et la logistique moderne avait réutilisé des volumes anciens plutôt que de les combler, parce qu'à Paris on préfère l'empilement au nivellement. Une nuit de brume où la tour tarda à s'embraser, un grondement plus bas que celui des dynamos 20, non de la direction de la Seine ni des centrales, mais d'un endroit sec sous la pelouse, un son de fer non frappé, de fer aspiré, un souffle par à-coups comme le hoquet d'un soufflet. Il abandonna la ligne du faisceau principal pour remonter la rumeur, il quitta les allées tracées pour les visiteurs, il longea les clôtures où les affiches déchirées montraient des cœurs électriques et des slogans d'empire, il trouva le panneau E.6 en planche lourde qu'il avait surpris sur une plaque ratée, il y reconnut la peinture hâtive, le clou rouillé, la corde passée trop basse, l'odeur d'huile et d'ozone très forte à cet endroit précis. L'ouverture donnait sur un escalier de service qui n'apparaissait sur aucun plan public, marche de métal trop haute pour les jambes des dames, colonne d'air grise où les bruits se superposaient, bourdonnement continu des lignes, clapot discret d'une eau de condensation, trébuchement d'un balai oublié. Le photographe mesura la pente, mémorisa le nombre de marches non par superstition mais par métier d'homme qui revient, l'esprit compta sans s'y complaire, 27 jusqu'au premier palier, 12 jusqu'à la grille, au fond une porte sans serrure visible, charnière extérieure, plaque en tôle tirée à la main, le bois derrière avait connu le feu et la pluie, l'ensemble ne portait pas la signature d'une installation officielle, plutôt celle d'une correction hâtive. On bouche un accès pour éviter qu'une curiosité ne devienne visite, on laisse une issue pour ceux qui savent. Ce qu'il aperçut d'abord derrière le battant fut un couloir trop propre pour être clandestin, des murs blanchis récemment avec une chaux grasse qui renvoie la lumière des lampes à pétrole, des crochets sans nom numérotés, des tables étroites aux bords usés, pas le désordre d'un atelier vivant, plutôt le reliquat d'une salle qu'on a quittée sans cérémonie après l'avoir vidée du gros, restaient des graphites sur les murs, des traits horizontaux, des axes, des cercles, des notes verticales écrites. Si près de la sortie que celui qui les a tracés voulait partir autant que marqué, les mots disaient peu, valeur, rendement, seuil, et le dessin répétait, d'un trait sûr, une figure de lumière qui ressemble aux pétales d'un arc électrique, cette extension autour d'un centre, non pas l'esthétique d'un artiste, la mémotechnique d'un ingénieur. Dans la pièce suivante, plus basse, le sol portait une cicatrice régulière, un rectangle autrefois occupé par une machine lourde que la charpente avait apprise, les murs présentaient par endroits des fantômes de cadres, lisses sombres où des plaques avaient été fixées longtemps, au centre une table en acier, lourde, des rayures profondes à l'endroit exact où on pose et on retire des choses lourdes, au-dessus un crochet de fonte sans objet. Sur le côté un coffre à demi ouvert contenant des bobines de cuivre et des lames d'acier qui ressemblent à des pièces d'instruments dépecées, et, séparées du reste par un paravent de bois, un châssis de verre qui n'a jamais vu le jour, énorme plaque posée comme un lit, dans une armature métallique, couverte d'une fine poussière qui a pris le négatif d'une main, la trace gaufrée d'un enfant qui a posé là la paume entière. Le photographe s'agenouilla et posa son regard sur le verre comme on regarde un miroir quand la pièce est sombre, il vit d'abord son profil altéré par les rayures, puis des craquelures qui décrivent des lignes de force, puis, sous l'angle, une taie blanchâtre en forme de visage trop petit, comme les accidents d'un collodion tourné qui garderait pourtant une intention, la suggestion d'un regard, pas un dessin, une emprise. La tour, à cet instant, s'alluma enfin dans la ville, le son remonta par la colonne d'air, le métal vibra au-dessus, l'onde se propagea dans le couloir comme une bête qui connaît les raccourcis, la poussière sur la plaque de verre se souleva à peine et se reposa en dessinant une couronne fine autour de la main, l'électricité n'était pas là, mais son image, sa volonté d'entrer dans les choses, de trouver des chemins, d'utiliser les surfaces, se manifesta dans le mouvement minuscule des grains. Le photographe sentit en même temps une autre chose, moins cérébrale, orientée vers le thorax, un resserrement comme celui qu'il éprouvait face à une dynamo imposante ou quand ses doigts, dans l'atelier, effleuraient un contact encore chargé, ce mélange d'effroi et de concentration qu'il connaît trop et qui garde les professionnels en vie, il se redressa sans hâte, laissa le regard revenir à hauteur d'homme, prit mentalement la mesure de la pièce, nota l'assise du verre, la section du cadre, l'alignement entre ce lit de lumière et un renfoncement du mur où l'on a posé autrefois un isolateur. Le registre intime qu'il tenait depuis 2 mois sous les couvertures parla sans emphase quand il reprit la plume le soir, plaque basse, présence enfant sur axe des faisceaux, trappe .6, atelier sous champ,
trace d'un instrument qui voudrait retenir la lumière au moyen d'un support de verre et d'un alignement de métal, présence d'une empreinte enfantine encore visible, effectif d'emprise lors de l'illumination, et le mot qui s'imposa dans la marge, promesse, non pas au sens d'un contrat. Signé au chandail d'un bureau, promesse comme on la murmure à une force plus vaste et qui se paie en vie, le genre de promesse que les hommes de machine prononcent quand ils veulent contraindre le monde à tenir plus que sa part. Il relut ses notes des soirées précédentes, il reconnut un motif de calendrier, les disparitions faibles au début de l'exposition, le nombre qui grossit avec la presse, la ville qui réclame plus de clarté et plus haut et plus large, la tour qui devient arceau de la gloire, les clubs et les revues qui demandent des feux comme on réclame des discours, et la nuit qui, pour garder son équilibre, prend le prix là où il est facile à soulever, dans la nuque des enfants sans lit. Ce que le photographe comprit ensuite ne tenait pas seulement à son métier, il avait vu ailleurs des machines s'alimenter de choses humaines, des ateliers qui consomment des yeux, des manufactures qui réclament l'élasticité des doigts jusqu'à l'os, des chantiers qui usent des reins plus vite qu'une guerre. Il avait noté que les hommes de science, quand la ville les applaudit, acceptent plus volontiers le sacrifice des anonymes. Il avait appris que l'électricité, avant d'être une lumière sur la peau d'une structure, est un commerce, une promesse fabriquée à base de matière, de corps, de temps et d'oubli. Les enfants des allées, ces Amazones en sabots qui courent pour un croissant, ces garçons maigres qui portent des journaux, ces têtes qui connaissent la minute où la foule baisse ses yeux, appartiennent à la ville par défaut, ils ne signent rien, on les compte rarement, on les perd vite, on les oublie en silence. Le lien se dessina non comme une fable mais comme un tableau sec, la tour se nourrit de la ville en gloire et la ville paie en enfant de rien, un atelier sous le champ de Mars fabrique le mécanisme, peut-être au début pour une prouesse, peut-être en se disant que l'on fixera un rayon à l'aide d'un visage, peut-être en croyant qu'il suffira d'un consentement, et la chose, comme tous les beaux instruments, a continué sans eux, elle a retenu ce qui se laissait retenir. Sur une plaque prise de billets, près de la trappe, un reflet venu d'un hublot montra davantage qu'un contour, le verre ruiné par le temps rendit, comme le ferait une photographie d'accident, la forme elliptique d'un isolateur à base de porcelaine, la nervure d'un cadre, la trace d'un fil qui court au ras de la terre, le morceau de cuir qui sert à caler une vibration, et, à la lisière, la levée minuscule de poussière lors de l'allumage. Or la poussière, en photographie, n'a pas de caprice, elle a des habitudes, elle se lève quand l'air change de densité, elle obéit à des chocs précis, elle signale ce qu'un œil nu ne voit pas. Il revint 2 soirs de suite sans chambre, pour ne plus regarder que le sol, pour vivre à hauteur des roues de charrette, pour sentir le flux et le reflux des visiteurs, pour connaître la minute où les vendeuses de cartes postales d'un même geste rabattent la couverture de leur caisse, pour reconnaître le moment où la ville se met en suspens juste avant le choc, ce suspens qui ressemble au silence entre 2 cœurs dans l'oreille. La fois suivante il prit un risque étranger à son métier, il descendit la nuit au moment même de l'allumage, non plus après, non plus avant, il traversa la porte avec un calme professionnel qui n'a pas de spectateur, il se glissa jusqu'à la pièce au châssis de verre, il posa sa main sur le cadre métallique pour mesurer si la vibration courait encore, il sentit que la membrane inactive gardait cependant des réponses. Il s'adossa au mur et attendit que la tour prenne la lumière. Le premier grésillement fut comme toujours une gravure sur la peau, un petit mal de tête sur le front, un temps suspendu, puis la ville fut saisie, le bruit monta par l'escalier, le fer répondit, les projecteurs réglés sur les plateformes supérieures lancèrent des pistons de blancheur dans l'air, la foule, modelée par cet instant, exhala un souffle court, là-dessous la poussière se leva, pas toute, pas comme lors d'un déplacement, seulement assez pour dessiner. Dans le faisceau d'une lampe de poche posée par un ancien ouvrier, la partie claire du châssis, la main fantôme se fit plus nette, la taie blanchâtre prit la consistance d'une épaule, la plaque de verre n'avait pas d'image nouvelle à donner, elle avait de la mémoire, elle consentait à répondre au présent avec les restes d'un autre moment. Il recula d'un pas pour que son propre souffle ne se mêle pas à ce théâtre, il nota ce que le corps enregistrait sans permission, une pression légère dans les côtes, une contraction du ventre, un froid particulier dans la nuque, il reconnut dans ces lieux communs du danger une intention plus précise. On avait voulu faire passer à travers une surface le regard d'un enfant pour tenir une lumière au monde. On avait tenté d'obliger l'électricité à se fixer sur une figure vivante, on avait proposé, en échange de la clarté, la quantité exacte d'attention d'un petit. La preuve vint de l'extérieur sans demander la permission d'un esprit raisonnable. Le lendemain, un gamin que tout le monde connaissait de vue pour ses courses rapides entre 2 pavillons ne se montra pas, on retrouva son panier renversé, on donna aux gendarmes des ondits, les stands s'agitèrent, les journaux de l'exposition préférèrent raconter un record de consommation de lampes, une femme du quartier fit une croix sur sa porte. Le photographe glissa son registre dans sa veste, il relut la ligne où il avait écrit promesse, il ajouta, prix, et dans la marge il posa un mot qu'il ne note pas d'ordinaire, sauver. Il n'avait pas cette vocation, il connaissait son métier d'œil et de main, mais il savait qu'il n'est pas permis de laisser un instrument se nourrir d'enfants, fût-il le plus beau, la plus élégante des machines modernes, la plus applaudie des constructions de fer.
Il prit ces plaques comme on rassemble des témoignages qu'on n'a pas l'habitude de faire parler, il sélectionna celles où la poussière levée s'ordonne, celles où les reflets trahissent des circuits, celles où la main sur le verre excède sa simple empreinte, celles où l'alignement dénonce un axe, il composa une suite qui n'avait pas besoin de phrases pour affirmer qu'une chose se jouait là-dessous à un endroit précis, réglé comme une centrale et animé comme une superstition. Reste que la ville aimait la lumière plus que la vérité sous ses pieds, les organisateurs de l'exposition ne laisseraient pas un artisan descendre débrancher quoi que ce soit, la police ne signerait pas un mandat sur la foi d'un collage de plaques, la foule ne renoncerait pas à l'instant où Paris ressemble à un ciel. Il fallait trouver l'atelier, non pour le visiter, pour y poser une correction, il fallait rompre une pièce sans démonter le monde, baisser l'orgueil d'une machine sans faire tomber la fête, il fallait trouver dans ce système un organe qui, s'il cède, libère le regard emprisonné sans faire de mal au reste, il fallait agir comme on agit sur une montre en ôtant la dent qui rend un cœur tyrannique. Le photographe s'obligea à parcourir encore les couloirs, il observa les traces de mains sur la chaux grasse, il repéra le passage plus fréquenté entre la pièce au châssis et un cabinet où courent encore des fils au ras du sol, il nota un isolateur en porcelaine fendue, une collerette de caoutchouc posée de travers, un palier où l'on a glissé un morceau de cuir pour assourdir, autant de signes qui disent qu'on a tenté d'adoucir la bête, non de l'arrêter. Il comprit que les ingénieurs eux-mêmes avaient perçu le prix, il devina une hésitation dans l'ensemble, comme si la machine avait été conduite à la marge et maintenue là par quelques mains sans parole. Plus il descendait, plus l'idée d'un atelier oublié perdait l'odeur romanesque, l'endroit n'était pas abandonné, il était laissé à l'ombre par nécessité, on venait encore y faire une vérification rapide, poser un chiffon, retendre un fil, les traces étaient fraîches, un tabac qui ne sent pas le vieux, un pas, léger, sans clous, un papier de notes froissé récemment, un plan à demi recouvert d'une plaque qui protège d'une goutte, et sur un tabouret, une petite lame de verre recouverte d'une gélatine sèche passée, posée là comme un talisman ridicule ou un souvenir de laboratoire, la photographie avait eu sa part dans l'affaire, on s'était servi de la docilité des surfaces sensibles pour fabriquer une peau de réception, on avait couché au monde des regards d'enfants comme on pose des feuilles au vent, et la machine, repue, avait continué sans eux. Il lui restait 2 soirs avant la plus grande illumination de l'été, l'affiche promettait un final d'apothéose au fer et au ciel, le soir même où les pertes augmentent toujours, il lui restait ce temps pour recoudre à sa faible mesure l'équilibre de la ville. Il s'imposa une chronologie stricte dans son cahier, revisitera la plaque de verre, vérifiera si l'isolateur fendu porte encore sa charge, cherchera l'organe qui lie le châssis au réseau, bloquera la mémoire en la saturant de sa propre image si nécessaire, reviendra au-dessus pour observer si la minute décisive se corrige, escortera de loin, sur la pelouse, les enfants qui courent et les tiendra, avant l'allumage, à distance des trappes, posera s'il le peut un objet froid sur la plaque pour absorber l'emprise, une bassine d'eau qui change l'air, un drap mouillé qui refuse aux grains de poussière leur danse, un feutre qui boit les basses, ces pauvres gestes qui ont sauvé autrefois des têtes sous des ponts et des maisons sous des vents. Dans la marge il précisa la formule qu'il venait de comprendre, retenir la lumière exige un regard, libérer le regard exige un autre support, proposer à la machine un écran qui ne soit pas vivant, l'accueillir dans une matière qui accepte de se sacrifier, et si la photographie fut l'esclave, elle peut devenir l'outil, une surface sensible offerte pour détourner l'emprise, une suite de plaques que l'on pose, non pour faire des images, pour donner au faisceau un lit de secours. Le soir tomba sur Paris avec cette lenteur théâtrale que les journaux savaient flatter, la ville portait des guirlandes d'annonces, les tramways craquaient, des mouchoirs remplaçaient les éventails, le Champ-de-Mars préparait la foule à l'instant où la tour ferait lever les têtes, et sous les pieds des visiteurs, un homme descendait avec dans sa valise des plaques vierges non pour la gloire d'une vue, pour la santé de quelques nuits. Il posa la première sur le châssis ancien, il la cale avec le bord d'un livre, il remarqua que le verre réagit comme une peau, il sentit sous ses doigts le froid utile d'un objet qui boit la charge, il plaça une deuxième en angle, il couvrit, par-dessus, un drap mouillé, il glissa sous le cadre un feutre, il choisit sa place au mur, il attendit que la première vibration lui serre la nuque. La tour inspira, le métal se tendit, la poussière leva, le reflet sur la plaque vibra comme un muscle, la main fantôme, prise entre deux peaux, recula d'un rien, non pas un miracle, une correction, assez pour que l'air signe que quelque chose a changé, et dans le cahier, au retour, le mot sec qu'il préférait aux envolées, céder. Le lendemain de la première correction la ville continua sa fête comme si rien n'avait changé, l'exposition posa sur les allées la même ferveur, les kiosques remirent en ordre leurs cartons humides, les fanfares répétèrent des marches qu'on connaît sans les écouter, la scène traîna sa lenteur au pied des passerelles, la tour attendit son heure avec la patience métallique des orgueilleux. Pourtant une nuance s'était déplacée, elle était mince et mesurable seulement par ceux qui ont l'habitude des marges, le bruit des roues sur le gravier n'appuyait plus sur la même note, la première bouffée d'ozone au moment de l'allumage n'entaillait plus la nuque avec la même netteté, la foule suspendait encore sa respiration mais elle n'offrait plus au métal la même quantité d'attention. Le photographe observa la ville par ses bords, il suivit les petits métiers, il regarda les paniers des enfants coureurs,
il compta le nombre de silhouettes au retour des allées, il nota que l'arithmétique cruelle de la veille recula d'un pas, l'absence se fit moindre, non annulée, déplacée. Il revint, au registre, avec ce mot sec qui suffit aux consciences qui ne veulent pas trahir le réel, moi. La mécanique sous la pelouse accepta cette défaite provisoire sans renoncer à son appétit, elle chercha de nouvelles prises comme le font les organes intelligents qui vivent d'ajustement. Le photographe, qui connaissait l'orgueil des appareils autant que la fatigue des hommes, comprit qu'il ne suffirait pas d'une couverture mouillée et d'un feutre posé au bon endroit, que la correction aurait besoin d'une méthode et d'une endurance qui ressemblent aux arts pauvres, déplacés, étouffés, saturés, détournés, accumuler des gestes jusqu'à épuiser l'ancienne habitude. Il transforma sa valise de prise de vue en sac de secours, il y glissa des plaques destinées non à l'image mais à l'absorption, il y ajouta des chiffons épais trempés dans une eau légèrement salée qui alourdit l'air, des feutres épais, des joints de cuir découpés, des sachets de sable fin, une petite truelle, un fil d'acier qui s'est étranglé un retour, un crayon pour les notes, et ce carnet où une écriture compacte sert l'essentiel. Il redescendit par la trappe marquée E.6 avant l'heure, il reposa ses barrières pauvres, il ajouta une seconde peau de verre en diagonale du châssis ancien, il fit couler sur la bordure une rigole de sable pour casser la résolution des grains, il plaça au-dessus un drap neuf encore humide pour imposer sa lourdeur au souffle, il colla d'un doigt de cire une fente imperceptible au niveau d'une collerette de caoutchouc, il serra à peine un écrou qui vibrait trop. Il ôta du chemin de câble une tension inutile, autant de corrections sans panache destinées à défaire, à force de persévérance, la volonté d'un instrument. Au-dessus, l'heure venue, la ville offrit sa minute avec le même cérémonial, la tour prit son souffle, les arcs jaillirent, les pistons de blancheur se croisèrent dans la brume, la foule plia sa nuque, la poussière des ateliers se leva par réflexe et fut accueillie par les peaux nouvelles posées contre le châssis, le mouvement des grains se fit plus paresseux, l'empreinte ancienne, cette taie blanchâtre qui dessine un visage trop petit, recula d'un degré, comme si le support qui la retenait acceptait de céder par paliers. Le photographe remonta pour regarder ce que le réel accepte de dire au ras du sol, il suivit des yeux un garçon à casquette qui avait pris l'habitude de courir devant le pavillon des machines, il le vit s'arrêter à la seconde juste où la lumière mord le fer, il regarda le mouvement de son épaule, ce mouvement si fragile qui, les autres soirs, s'effaçait, et il constata que le corps resta, la main serra le panier, la nuque ne s'ouvrit pas. Une absence de moins, pas une victoire, un devoir prolongé. Les jours suivants furent consacrés à la géographie des conduits et à la généalogie des gestes qui ont installé sous la pelouse cette obstination. La salle au châssis offrit ses secrets en couches, des marques de craie apparurent sous les frottements, des chiffres minuscules se laissèrent lire dans la lumière de profil, une nomenclature bricolée donna ses indices, des lettres qui renvoient à des points de repère, des abréviations d'ingénieurs pressés, un alphabet pauvre de labyrinthe, il se dessina une carte de la machine fantôme, trappe .6, couloir C, niche N2, isolateur P3, retour R1, et au centre, comme un orgueil discret, une case. Sans nom, peut-être un cœur, peut-être un relais, une pièce que l'on a cessé d'ouvrir mais qui continue de gouverner. Les plans officiels de l'exposition ignoraient ces volumes, ils ne mentionnaient que des réseaux d'égouts, des caves de stockage, des réserves pour stands, la vraie charpente secrète circulait en dehors des papiers, tenue par des mains, remaniée par des habitudes, guettée par des consciences. L'origine remonta des papiers salis que la salle des ingénieurs avait laissés dans une caisse de bois sous le banc métallique, des feuillets carbonés couverts d'une écriture qui refuse l'emphase, des comptes rendus d'essais, des colonnes d'ampères, de tours minutes, d'arcs qui prennent et de contacts qui brûlent, des phrases sèches notant le caprice d'un faisceau quand il traverse un brouillard d'été, des décisions prises à l'économie, réduire le bruit, stabiliser l'allumage, éviter l'extinction. En chaîne, tenir l'attention de la foule au premier choc. Entre deux lignes une note marginale apparut, notée près d'un schéma de surface, la photographie, mentionnée comme auxiliaire, non pas au sens de l'image, au sens de peau, surface sensible qui fixe et qui retient, proposée comme médium pour améliorer la prise du premier arc. La date renvoyait à une période antérieure aux célébrations du moment, les premiers essais d'illumination en hiver de la décennie passée, peu de moyens, beaucoup de volonté, la tour alors moins fêtée, plus expérimentée. L'imaginaire que les journaux attribuent aux savants n'était pas la cause, l'économie commandait, il fallait garantir la stabilité d'un spectacle au premier instant, on a pensé à poser sous la terre une peau capable de tenir la minute nécessaire, la photographie fit office de peau, c'est alors que la ville a trouvé à porter la ressource la plus docile, l'enfance. Les pauvres papiers n'accusaient personne, ils disaient des faits, mains anonymes, résultats obtenus, chiffres de rendement, renfort en personnel à certaines dates, accroissement des illuminations à la faveur des affluences, puis l'habitude, plus d'archives, juste des gestes répétés, les carnets cessèrent là où la routine commence. Entre les feuillets, coincé comme un marque-page involontaire, un ticket de photographe ambulant portait un visage mal cadré d'enfant, bouche fermée, casquette trop grande, visage levé vers quelque chose de plus haut que l'appareil, grain trop épais, tonalité uniforme,
ce fragment n'avait pas vocation d'archive, il s'était glissé ici par hasard, il suffit pour faire le lien avec la main posée sur le verre. Le photographe, qui savait ce que valent les coïncidences dans un monde saturé de machines, rangea dans son carnet l'idée simple qui fait tenir les théories, la promesse d'une lumière tenue coûte un regard si on laisse faire. Il poursuivit la correction par addition de pauvreté. À chaque crépuscule il posait sous le châssis une plaque neuve qui ne verrait jamais la lumière, il la destinait à boire la charge comme le font les surfaces quand on les recouvre d'un voile humide, il calait le cadre avec un coussin de feutre pour casser le timbre d'une vibration, il déposait à l'angle d'une niche un pot d'eau froide pour alourdir l'air, il bourrait d'un bout de laine les fentes qui sifflaient. Il remonta au ras des allées pour observer l'effet, il regarda la minute nerveuse où les enfants du champ de Mars suspendent leur course, il nota que les corps résistaient mieux, il cueillit du regard 2 silhouettes qui d'ordinaire disparaissaient à cet endroit de la pelouse et qui, cette fois, firent 3 pas de plus, il rentra, écrivit le mot moins une seconde fois sans le compléter, puis une 3e, puis une 4e. La machine ne se laissa pas dépouiller sans défense, elle réactiva un retour par un conduit qu'il n'avait pas vu, un tuyau d'évacuation d'eau passait près du châssis et servait de relais, il l'entendit au grésillement léger qui se glissa à l'heure du test, un son de cuivre frotté, il suivit la rumeur, il trouva la jointure dissimulée derrière une cloison botte, il posa un feutre sous le raccord, il ligatura de cuir, l'écho s'éteignit. Plus loin une collerette de porcelaine fendue laissait filer un mince coulis de charge, il la ceignit d'une bande de toile qui fit office de cache. Chaque correction éliminait une occasion de capture, chaque correction en appelait une suivante, la bête cherchait d'autres chemins, il les bloquait jusqu'à ce que la liste s'épuise, un soir l'illumination se produisit avec une douceur méconnaissable, la ville se prit de lumière sans douleur dans les côtes, la poussière resta lourde, l'empreinte sur le verre ancien demeura sur sa tête blanche sans s'épaissir, la minute passa comme un front doux. Un enfant sur la pelouse leva la tête et la baissa, rien d'autre. Le photographe repartit vers la salle au crochet numéroté pour vérifier l'état des pièces neutralisées, il y trouva un déplacement qui n'était pas son œuvre, un crochet vide qui la veille portait une bobine, un trait de craie frais sur la paroi, une empreinte de main adulte sur la chaux, quelqu'un descendait encore, quelqu'un entretenait, non pour alimenter la capture, pour empêcher le système de sauter, un maintien discret pour éviter la catastrophe. Il comprit que l'atelier n'était pas seulement une fabrique de promesses, c'était aussi un lieu de scrupules, des ingénieurs sans gloire venaient poser des cataplasmes sur leurs propres instruments, leur culpabilité se lisait dans la cire plus neuve, dans la soudure recuite à la hâte, dans la manière de glisser un caoutchouc sous un collier, il tentait de concilier l'exigence de la ville et la décence des corps, il échouait juste assez pour que les enfants paient encore. La correction menée par un seul homme pouvait enfin rencontrer ses gestes tacites, elle s'y accrocha. Au-dessus, le bruit se répandit dans les marges, pas dans les journaux, dans les métiers qui restent tard, marchands de gaufres, poseurs d'affiches, gardiens qui rentrent à pied, la minute devenait moins vorace, l'illumination tenait sans ce prix sans phrase. Des femmes qu'on ne consulte pas d'ordinaire firent glisser les plus petits vers d'autres allées à l'approche de l'heure, non par peur, par réflexe appris brusquement, la ville travaille mieux quand on lui installe un pli protecteur. Le photographe, défiant les triomphes, redescendit pour vérifier si l'atelier n'inventait pas une vengeance par un autre biais, il prit la précaution de ramener des plaques plus épaisses, il posa sous la membrane ancienne un empilement oblique pour forcer l'onde à se disperser, il desserra l'écrou d'un cadre pour empêcher un accord, il ouvrit à peine un évent pour créer un courant qui refuse les basses, il transforma la salle en anti-orgue. Les papiers réparés sous le banc livrèrent un autre PAN de l'origine, un répertoire de fournisseurs, une liste de commandes pour la période de la première mise au point, plaques de verre de grand format, gélatine, sel, porcelaine, cuivre, caoutchouc, feutre, tout ce qui permet de fabriquer non pas la lumière elle-même, son lit. On y voyait s'ajouter, au fil des mois, des achats dont la nature trahit un glissement, d'abord la matière brute, puis l'appoint, puis la rustine des rustines, signe que l'appareil n'était pas stable, qu'il avait réclamé des corrections de conscience, puis un creux dans les commandes, la routine, enfin, le silence des écritures, l'habitude. Entre 2 bons de livraison un feuillet d'une autre main avait été glissé, la netteté d'un trait qui n'appartient ni au bureau ni à l'atelier, un relevé de paliers, d'heures et de points d'absence au champ de Mars, écriture de trottoir, chiffres rapides, association de signes, probablement la main d'un gardien ou d'une marchande qui avait voulu vérifier si sa peur avait raison, la coïncidence s'exprima en colonne, la minute d'allumage alignée aux absences d'enfants, l'arithmétique obstinée, l'âge approximatif, le point de la pelouse, ce feuillet valait davantage que tous les schémas, il atteste que la ville savait par ses bouches pauvres ce que les papiers ne diront pas. Le photographe conserva ce morceau pour nourrir sa propre fatigue, il aida sa colère à demeurer utile plutôt que sonore. Ce qui se préparait au calendrier officiel de l'exposition obligea à accélérer la neutralisation, l'apothéose annoncée pour la fin de saison demanderait aux machines un effort majeur et aux consciences un aplomb que la correction entamée rendrait fragile. L'affiche promettait un embrasement total, une cascade de rayons, des feux en couronne, le grand orgue du fer devait jouer toutes ses notes,
l'atelier sous la pelouse serait traversé d'une vague plus dure, l'ancienne peau d'enfant qu'on avait couchée sur le verre se referait un droit, il fallait que les peaux modernes, celles du feutre, du verre neuf, de l'eau froide, du sable, de la toile, soient en place et qu'un organe clé, s'il existait, renonce un peu plus. Le photographe répartit ses forces, il cala la membrane ancienne sous un empilement qui interdit le battement synchronisé, il bourra les retours, il posa 2 terrines d'eau aux angles opposés pour alourdir l'air de part et d'autre, il demanda au hasard un secours, la pluie promit par un ciel lourd, et, par prudence, imagina un geste qui ressemblerait à une ablation, la porcelaine fendue sur l'isolateur principal pouvait céder. Il desserra d'un quart de point la bague qui la maintenait, juste. Assez pour que le choc électrique cherche ailleurs son chemin sans les conduites anciennes. Le soir venu, l'exposition s'adonna à sa grandeur, la musique envoya ses cuivres, la foule déborda le tracé des allées, la scène porta les reflets jusqu'au pont, la tour inspira si fort que les pylônes semblèrent se grandir, la première note électrique traversa la ville, le sol de la salle se tendit, la poussière se leva et retomba lourde sur le drap, la plaque neuve réagit comme une peau froide qui accepte de souffrir à la place d'une autre. Le choc repartit dans les vents ouverts, l'isolateur. Fendu gémit sans rompre, la minute passa sans emporter ce qu'elle venait chercher. Au-dessus, sur la pelouse, les paniers restèrent au bras, les petits marchands circulaires, les gendarmes, qui ne savent pas compter les miracles, n'écrivirent rien, la foule, qui ignore le prix quand il cesse d'être exigé, acclama plus fort, la ville ne voit pas qu'on la protège quand cela réussit. Le photographe remonta, il rendit au Champ-de-Mars son regard ordinaire, il respira l'odeur de sucre des stands et l'ozone, sans point de fer dans la nuque. La machine tenta, le surlendemain, une autre ruse, par l'eau, un clapot discret remonta d'un coup d'ignoré, un petit boyau d'égout rejoignait la salle au mauvais endroit, l'humidité offre aux charges de quoi voyager, il coupa la route avec un bourrage de sable, il posa une planche brute pour faire barrage, il détourna la goutte vers un caniveau, les charges préfèrent les routes faciles, elles n'insistèrent pas. Il constata alors que l'empreinte blanche sur la plaque ancienne perséguait sans grossir, non plus comme une bouche qui réclame, mais comme une cicatrice qui se souvient, le visage d'enfant débutait son retrait, non par absence soudaine, par effacement progressif. La mémoire du lieu remonta par un autre biais, un carton perdu contenait des épreuves sur papier d'une main d'ingénieur qui photographiait à sa manière des pièces montées, non pour l'art, pour l'inventaire, sur l'une d'elles, mal développée, la plaque de verre couché montrait un détail qui avait échappé jusque-là, sous la paume imprimée, dans le grain même du verre, une constellation de microbules formant une couronne irrégulière, la trace d'une chaleur locale. La preuve que le châssis avait reçu, à une heure ancienne, une charge assez forte pour cuire la surface. On y lisait l'empreinte prolongée d'un contact qui n'aurait pas dû exister, on y lisait la matérialité d'une promesse payée. Le photographe dissimula l'épreuve dans sa veste, il la garda non pour la montrer, pour se rappeler la nature exacte de son travail, corriger, pas dénoncer. Les nuits suivantes consolidèrent la tenue gagnée, l'illumination prit chaque fois un peu plus vite, la ville se contenta de briller sans secousse, les enfants, au bas de la tour, reprirent leur place dans le théâtre commun sans trahir l'invisible, l'atelier sous la pelouse respira moins vite. Le photographe maintint ses pièces en place, il remplaça les plaques quand elles avaient servi, il lava les feutres, il resserra un écrou qui joue, il coupa une corde de trop, il vérifia que la porcelaine blessée ne fracture pas, il tint le registre avec la même sobriété, moins encore, stable, puis ce mot rare qui n'appartient qu'aux métiers qui ont traversé le pire, calme. Il restait pourtant une dent au calendrier qui fait basculer les appareils, la clôture de l'exposition exigerait un feu final, une syncope plus vaste, une ambition que la ville commande quand elle veut se souvenir d'elle-même pendant 20 ans, l'atelier, même apaisé, pourrait se réveiller d'un bloc, il faudrait que la neutralisation tienne le choc et qu'un organe clé soit définitivement retiré de la chaîne. Le photographe eut l'idée d'une ablation franche qui ne mettrait pas en péril la distribution de surface, il repéra, sur le plan des retours, un point de jonction où 3 conducteurs se croisent avant de gagner les conduites des pylônes, un nœud que le marquage ancien ne signalait pas, un ajout tardif, un pont fabriqué pour parer à des caprices de charge. La petite pièce métallique qui tient l'ensemble acceptait peut-être de céder sans provoquer l'ombre d'un arrêt au-dessus. Il repéra la clé utile dans sa trousse, il descendit la nuit d'avant, il desserra d'un quart de tour, il laissa le pont en place mais sans sa fermeté, il bâilla le nœud juste assez pour que le cœur de la machine ne retrouve plus jamais son accord premier. Au crépuscule suivant, la tour attendit sa note, l'air porta les préparatifs, la foule densifia la pelouse, la première bouffée fut plus douce que d'habitude, la seconde eut la force nécessaire pour l'apothéose, la troisième ne trouva pas le chemin ancien, les basses qui gouvernaient la salle restèrent muettes, le châssis ancien, couvert de ses plaques froides, ne tenta pas de saisir un regard, la poussière resta lourde, la porcelaine blessée tint sa dignité. La ville prit sa lumière sans réduire ses enfants. Le photographe monta regarder le Champ-de-Mars comme on regarde un malade qui se lève, il suivit des yeux la course d'un garçon que la répétition avait gravé dans sa mémoire, casquette, veste trop courte,
panier, il constata la continuité d'un geste très simple, la main qui se lève pour se frotter la nuque par habitude puis retombe, inutile, parce qu'aucune dent ne mord, ce mouvement minuscule contenait plus que toutes les proclamations. Dans son carnet une ligne noire sépara les semaines d'efforts du présent, il y posa le mot qu'il se refusait jusque-là, cède, mais il le tint sous le doigt comme on maintient une porte qui s'entr'ouvre, il savait que la ville a de l'imagination, il savait que l'instrument a des réserves, il savait que les saisons nouvelles inventeront d'autres appétits, il garda les feutres, l'eau, les plaques, le sable, les cuirs, il garda l'adresse des joints, il garda la patience. Il n'écrivit pas de nom, il ne chercha pas de signature, il laissa à l'atelier leur part de scrupules, il comprit que les mains qui avaient soutenu la machine avaient correspondé, sans se voir, à ses propres gestes, il décida d'abandonner la salle sans théâtre, les objets restent, les corrections demeurent, la promesse a perdu son droit, cela suffit. La rumeur dans la ville, qui ne sait pas remercier ce qu'elle n'a pas appris à haïr, reprit ses pendules, les journaux vantèrent le triomphe de la lumière sans trouver les mots pour dire la nuance qui importe, l'exposition s'acheva sur un éclat que personne ne relia à des draps mouillés, à des plaques froides, à des feutres et à des mains, le Champ-de-Mars retourna à sa prairie disciplinée, la tour garda sa verticalité légendaire. Le métal oublia le nom des enfants qu'il avait pris. Le photographe, qui n'écrit pas pour la gloire, rangea son registre dans un tiroir, il garda, roulé, les plaques qui ont servi de peau, il les empila contre un mur, il sentit dans le bras la fatigue honnête de ceux qui ont déplacé un destin par des gestes pauvres, il conserva au creux de l'oreille la note basse qui, désormais, ne résonnerait plus qu'à l'état d'ombre. Sous la pelouse un silence nouveau se posa, non pas un vide, un repos, la salle retrouva une odeur de chaud et de métal froid, la poussière, qui avait pris l'habitude de danser, se contenta d'être lourde, le châssis ancien garda sur sa peau la trace d'une main qui ne prend plus, la constellation de microbules se fixa comme un ciel privé de saison, la porcelaine resta blessée mais honnête, les joints gardèrent leur cuir. Il restait, près d'un crochet numéroté, la place d'une bobine qui avait disparu, une absence qui dit suffisamment la présence discrète d'une autre main, quelqu'un avait emporté un organe pour lui ôter d'avance son droit, l'atelier avait donc choisi, par fatigue ou par scrupule, le camp de la correction. Au bord de la Seine, une affiche encore humide annonça un démantèlement des pavillons, un retour de la ville à ses habitudes, une promesse divers ordinaires, la photographie, qui avait servi de peau, reprit sa place de métier d'image, les plaques destinées à fabriquer des portraits gagnèrent les vitrines, les ateliers mécaniques retrouvèrent la paix des bruits simples. Le photographe retourna à ses cadres, aux pluies longues sur les verrières, au contre-jour sur les passerelles, à la patience qui donne aux villes une profondeur que les journaux ignorent, il garda, sous sa table, une valise qui n'appartiendrait à personne d'autre, feutre, cuir, drap, sable, plaques muettes, elle servirait si un autre orgue voulait recommencer. Le garçon à casquette apparut encore une fois sur une plaque de hasard prise un soir d'automne où la tour brillait modestement pour des visiteurs tardifs, pas sur un châssis, pas sur une peau qui prend, sur une image de surface, floue, mal cadrée, en retrait, une silhouette qui traverse sans consentir, preuve maigre que la mémoire des machines n'engloutit pas toute la mémoire des vivants quand on lui refuse la bouche. Le photographe rangea cette preuve sans la montrer, il regagna sa nuit avec la certitude basse et suffisante qu'offre le réel lorsque le pire a reculé d'un pas, il posa la main sur le bois d'une table, il entendit rien d'autre qu'un grain normal, c'était assez pour une saison. La clôture officielle libéra d'autres regrets et d'autres envies, la ville chercha à imaginer de nouveaux feux pour les années qui viennent, des projets d'illumination passèrent de main en main, des ingénieurs, piqués, dessinèrent des appareils qui promettent beaucoup sans parler de peau, le photographe n'écrivit contre personne, il se contenta d'ajouter à son cahier une note sèche destinée aux mains qui sauront la lire, éviter les cœurs de verre couchés sous terre, ne pas confier aux surfaces. Sensible la charge qui revient aux charpentes, empêcher l'électricité de chercher un visage pour se tenir, poser du feutre, de l'eau, du cuir, du sable, apprendre aux machines la bonté pauvre des matières, tenir la minute par des poids et des plis. L'hiver déplia son froid sur Paris, la tour, moins courtisée, persista selon un horaire discret, la pelouse durcit, les marchands prirent d'autres marchés, les enfants choisirent d'autres courses, le Champ-de-Mars offrit un repos qui ne ressemble pas à l'oubli, sous le sol l'atelier se prit de poussière comme une cuisine qui a donné et qui sait s'arrêter. Le photographe photographia des ombres longues, des toits lourds, des ponts qui fument, il garda dans ses poches la chaleur d'un geste sans panache, il resta fidèle à la note humble qui a suffi à défaire une promesse indigne, il attendit le printemps avec la vigilance des hommes qui savent que les villes recommencent, il soutint son attention par la seule certitude qui tienne en des temps qui se prennent pour des époques, on empêchera encore à force de correction. La saison suivante installa une discipline nouvelle dans les consciences du Champ-de-Mars, les hommes qui gardent les allées évaluèrent plutôt que d'habitude la lumière du soir, les femmes qui vendent des douceurs déplacèrent leur tréteau avant l'heure, les enfants, par imitation plus que par peur, déplacèrent leurs courses, la ville, à sa manière qui n'écrit rien, baptisa ce pli, on l'appela parfois l'arrêt avant la minute, un ralentissement qui sauve. Une routine qui refuse de donner ça. Nuque au métaux.
La tour, modeste, comprit sans apprendre, elle prit la lumière sans la réclamer. Sous la pelouse, à côté du châssis ancien, dormaient maintenant un lot d'objets oubliés, plaques qui ont servi de peau, feutres lavés et séchés, draps roulés, terrines qui ont bu le froid, cuirs qui ont cessé de couiner, une armoire sans clé contenait cette mémoire technique, sans légende, sans menace, on n'y plaça ni blâme ni louange, on laissa là ce que les mains avaient compris, cette armoire valait plus qu'une plaque commémorative, elle contenait l'inverse des machines d'orgueil. L'art des corrections. Le photographe y passa parfois, non pour vérifier, pour entretenir le pacte humble qu'il avait conclu sans témoin, on ne remplit pas la ville de sentences, on la tient par des matières, on répète. L'histoire ne conclut pas, elle se tient, il restait dans la poussière un visage d'enfant comme un dessin qui refuse de finir, il s'effaçait à l'allure des cicatrices, lent, tenace, honnête. Les nuits où la brume grattait la peau du fer, le photographe croyait parfois distinguer dans la salle un reste de froid dans la nuque, cette mémoire ne blessait plus, elle rappelait, elle invitait à maintenir les draps, le feutre, l'eau, le cuir, le sable, à refuser les cœurs de verre, à préférer la lourdeur des corrections à l'élégance des promesses, et la ville, qui n'écrit jamais la bonne ligne au bon endroit, se contenta de briller sans voler. L'exposition se replia comme un cirque qui sait disparaître sans aveu, on dévissa des arches, on roula des sols en planches, on referma des guichets dont la voix s'était usée à compter, la scène reprit son indifférence d'eau lourde, la tour resta seule avec sa verticalité et son horaire réduit, organe qui continue quand les orchestres ont cessé. Fidèle à l'orgueil discret des machines que l'on ne démonte plus parce que la ville se reconnaît dans leur silence autant que dans leur feu. Sous le champ de Mars, là où la chaux encore fraîche avait blanchi des bricolages, l'atelier perdit son odeur d'effort, les pots mouillés séchèrent à plat, les feutres pendirent de leur propre poids, les plaques de verre empilées contre un mur tinrent leur promesse de mutisme, le châssis ancien garda sur sa peau la cicatrice blanchâtre d'une paume, les microbules figèrent leur constellation, la porcelaine fendue cessa de gémir. La correction ne se proclame pas, elle s'installe comme un pli d'épaule, elle se maintient par la modestie, elle exige des retours réguliers au même endroit pour constater qu'il ne se passe rien, et ce rien vaut davantage que des mots. Le photographe s'astreignit à ce régime d'entretien, il descendit les soirs humides où l'ozone a l'habitude de reprendre sa place dans les cages thoraciques, il posa la main sur le cadre pour vérifier que la vibration ne cherche pas à revenir, il remplaça un feutre qui avait pris l'odeur rance des drains, il ajouta d'un doigt de sable l'épaisseur d'une rigole, il essuya la sueur d'une collerette de caoutchouc. Il vérifia que les vents ouverts à la consigne des basses respirent encore, il nettoya la lumière de sa lampe pour que les poussières ne se croient pas invitées à des danses d'orgueil. Son registre n'alignait plus des symptômes, il notait des constantes, il préférait l'adjectif sans prestige, stable. À la surface, sur la pelouse revenue à l'herbe terne, les enfants suivirent d'autres routes, la minute qui mordait la nuque fut remplacée par un ralentissement acquis, un arrêt bref avant l'heure au bord des allées, un geste venu des femmes qui vendent des douceurs, des mains posées une seconde sur l'épaule d'un petit, une habitude sans liturgie, la ville parle mieux par ses caresses que par des proclamations. L'hiver venu la tour continua ses illuminations de rentrée tardive, horaire pauvre qui s'adresse aux villes qui aiment se reconnaître au loin, la première bouffée d'ozone resta courte, l'arc se posa sans réclamer un regard, la poussière des sous-sols resta lourde, le verre vieux se contenta d'être un miroir abîmé, les peaux nouvelles restèrent froides, le photographe referma chaque soir l'armoire sans clé où il rangeait ses matières de secours, draps humides, feutres, cuir, plaques muettes, terrine, sable, il jeta sur la table des outils la poussière qui s'était accumulée, il constata que l'atelier avait pris l'odeur saine des lieux inutiles. Sa fatigue devint simple, non plus celle d'un homme qui lutte, celle d'un homme qui maintient. Il connaissait pourtant les villes, il savait leur aptitude à recommencer le même désir en l'arrondissant d'un autre nom, il ne confondit pas une saison calme avec une absolution. La première alerte ne se fit pas entendre par le fer, elle apparut sur une plaque prise sans intention, un soir décoloré où la brume lavait les pylônes, un reflet mince au bord du cadre, rien d'autre qu'une couronne de grains plus pâle dans un angle, un halo que son œil identifia sans s'autoriser une peur, la mémoire des surfaces ne renonce pas d'un bloc, elle tente des retours, la poussière aime recomposer à elle seule l'idée de la figure qu'elle a tenue. Le photographe rangea l'épreuve au fond du tiroir, il écrivit sur le registre, remonté de main, et s'imposa, comme on se rend chez un malade qui ne se plaint pas, une visite prolongée à l'atelier. La trappe .6 avait été calée par une planche neuve clouée sans emphase, l'escalier portait des traces de pas qui n'étaient ni celles d'un curieux ni celles d'un brigadier, des semelles souples sans clous, une façon de poser le pied qui appartint jadis aux hommes qui connaissent les salles fermées, la lampe avait changé de place de 2 doigts, un chiffon neuf couvrait un serre-joint, un trait de craie indiquait à mi-hauteur la tentation d'un accord, on reconnaît les scrupules silencieux assez. Marque d'atelier qui ne s'adresse à personne et tiennent tout. Il ne se demanda pas qui descendait, il préféra lire les gestes, on avait resserré une bague, pas au mauvais endroit, on avait réendu une simple couture de caoutchouc, on avait posé un drap à plat sur la plaque ancienne puis on l'avait retiré sans savoir comment le plier, l'angle trahissait un tâtonnement, il n'y avait pas ici d'ennemi,
il y avait une conscience tardive qui n'osait pas avouer ce qu'elle avait autrefois mis en route. Des ingénieurs restés au service de la ville qui avaient choisi de maintenir sans bruit la neutralisation qu'ils n'avaient pas inventée. Le registre le nota à sa manière pauvre, mains anonymes maintiennent, étape à suivre, ne pas remettre d'orgue. Il entreprit de rendre à ses mains une méthode claire sans laisser d'adresse, il écrivit sur une feuille raturée puis réécrivit propre, un manuel sans verbe qui tient en quelques principes, ne jamais laisser une surface sensible coucher à même un châssis, préférer l'absorption à la fermeture, casser les retours par l'ouverture plutôt que par l'étouffement, maintenir des matières lourdes au droit des axes, refuser les cœurs de verre, interdire les ponts durs, desserrer d'un carcan. L'orgueil veut resserrer, se fier aux os, au feutre, au cuir, au sable, apprendre la bonté des matières. Il glissa ce cahier anonyme dans l'armoire ouverte, entre une pile de plaques muettes et un tas de draps, sûr que la main qui passait la chercherait un jour une procédure qui ne ressemble pas à un pardon mais à un plan de travail. Au-delà de l'atelier, la ville prépara ses propres rechutes, on parla d'enseignes nouvelles, de réclames en lumière sur les boulevards, de lettres hautes, de non-marchands qui se découperaient dans le noir, on convoqua des ferblantiers et des verriers, on montra des projets où la lumière n'est plus seulement un manteau sur une structure, elle devient un alphabet, une injonction, une écriture éclatante posée sur la nuit. Le photographe ne s'y opposa pas par des mots, il se contenta d'ajouter à son manuel un additif sec destiné à circuler dans les poches en silence, ne pas enclore de peau sensible derrière les lettres, ne pas réclamer au regard la charge qui revient aux charpentes, accepter des doublures de feutre derrière les boîtes à l'instant de l'allumage, imposer des terrines d'eau sous les consoles, ouvrir des respirations dans les caissons, désaccorder par principe. Il déposa ce feuillet chez un quincaillier qui vendait déjà des rondelles en cuir aux ateliers, aucune signature, seulement des verbes de métier, les hommes qui montent des lettres savent reconnaître une méthode qui leur ressemble. L'archive livra, à la faveur d'un carton que l'on n'avait pas ouvert durant toute la saison des fêtes, un PN d'origine qu'on n'avait pas voulu voir, un carnet bleu sans couverture à demi calciné, laissé là sûrement par un feu de cigarette maladroit, une écriture d'atelier qui s'oblige à la netteté, des dates de 1888 et 1889, des essais de courant, des schémas d'arc, des lettres aux marges fines, des mots tenus qui n'acceptent pas la plainte, un vocabulaire de montage et de rectification, et, au milieu de l'hiver inaugural, une note rédigée dans la sécheresse des décisions qui engagent, tenir l'illumination à la minute de l'allumage demande un point de fixation, installer sous le champ un châssis de verre, poser à l'essai une surface sensible pour coller l'arc à l'instant, mesurer l'effet, réduire si nécessaire. La phrase suivante, à demi effacée, laissait pourtant lire la conséquence, un regard s'impose mieux qu'un métal, la surface prend si l'attention y passe, on lira cette faute comme un lapsus de métal, pourtant la main savait, elle avait écrit regard, pas surface, elle avait choisi le mot qui, de tous, indique la prise exacte que la machine voulait exercer. La ligne d'après tentait la morale du métier, limiter, breveter, contrôler, puis le vide habituel, la routine qui avale les scrupules, on oublie les mots quand l'effet marche. Le photographe tourna le carnet entre ses paumes, il en reçut la brûlure d'une culpabilité ancienne qui n'attend plus d'avocat, il remit la chemise à sa place, il écrivit dans son registre les 3 mots qui contiennent l'essentiel et qui ne l'humilient pas, promesse technique fautive, correction maintenue. Il rangea avec plus de soin les pots, il recala une terrine, il vérifia l'isolateur blessé comme on s'assure d'un os mal soudé, il remercia de la tête les mains introuvables qui avaient resserré un joint, il remonta respirer dans l'air froid. Le printemps installa la discipline des jours clairs, on voulut, par goût de recommencer, une illumination du 14 juillet plus brillante que les autres, les services de la ville parlèrent de renforcement du circuit, de couronnes puissantes, de pistons nouveaux sur la plateforme, l'atelier reçut la liste des pièces à vérifier sans se laisser intimider, le photographe redoubla de modestie, il multiplia les pots. Il remplaça le feutre de la saison par un feutre neuf gorgé d'eau froide, il remplit 4 terrines pour imposer au souffle sa lourdeur, il ouvrit davantage les vents, il bourra de laine un coude où l'humidité cherchait la facilité, il desserra d'un doigt un pont tardif. Les jours précédant la fête laissaient remonter dans les conduits un timbre nouveau, pas un grondement, un bourdonnement plus clair, signe qu'un organe en surface allait réclamer l'admiration des foules, signe qu'en dessous il fallait opposer non pas un mur mais une ouate. La veille, une silhouette mince passa dans l'escalier avec la discrétion des ouvriers qui n'ont plus d'atelier, un paquet bref à la main, le genre de geste qu'on voit au bout de la journée quand les mains veulent payer ce qu'elles doivent à leur propre conscience, un objet déposé sur le crochet qui manquait, non pas la bobine prédatrice qu'on craignait, un collier de cuir épais doublé de feutre, pièce juste destinée à empêcher un accord à un point de la chaîne. Rien de triomphant, la preuve d'une conversion silencieuse. Le photographe ne fit pas demi-tour pour remercier, il comprit que la chaîne d'erreur exige sa chaîne de réparateur, il posa sa peau au bon endroit, il tendit son drap humide, il réinstalla les terrines, il mit de l'ordre dans les sables, il choisit, sur sa table, 2 petites plaques supplémentaires destinées non pas à boire mais à casser, il les plaça en biais sous le châssis ancien pour forcer l'onde à se refuser un centre.
Le 14 juillet monta avec ses bruits de tambour et ses odeurs de poudre, la tour au-dessus hocha sa tête de fer pour se retirer un instant de la foule avant de lui plaire, l'allumage fut net et rapide, les couronnes d'arc tracèrent des pétales sur la nuit, la foule cria sans offrande, la poussière en bas resta sur place, la porcelaine blessée fit face sans plainte, les pots prirent et renvoyèrent, le châssis ancien se contenta d'être une table. L'atelier respira comme une cave saine, là. Minute passa sans qu'une nuque se lève pour rien au bord d'une trappe. Sur la pelouse les enfants poursuivirent leur course, les paniers ne tombèrent pas, les gendarmes rentrèrent plus tôt, les journaux écrivirent que le progrès avait franchi une marche, ils ne dirent pas que la marche était faite de feutre, d'eau et de sable, ils ne le savent pas, ils ne l'écriraient pas même s'ils le savaient, les villes ont besoin de poèmes venus d'en haut et de corrections venues d'en bas. La saison de chaleur qui suivit donna le temps de faire mieux qu'entretenir, l'atelier reçut une ablation franche à un point tardif de la chaîne, non pas un sabotage, un désapprentissage. Le petit pont de métal qui réunissait 3 retours fut retiré et non plus seulement baillé, on le remplaça par une pièce en bois dur recouverte d'une plaque de cuivre interrompue. Les charges aiment le bois lorsqu'on leur impose de marcher au pas, elles perdent leur goût de sauter. L'ensemble prit la docilité d'une charpente, l'accord impossible devint une simple inertie sans orgueil. À l'endroit du châssis ancien le photographe fit ce qu'on se refuse d'ordinaire à faire par respect des objets qui ont servi, il versa de la cire dans une fente où la charge cherchait un raccourci, il accompagna le refroidissement pour éviter le retrait qui appelle la fracture, il créa une cicatrice technique qui interdit, sans violence, un retour de jeunesse à une mémoire mal placée, la porcelaine, soulagée, adopta une fatigue honnête. Les feutres retrouvèrent la lourdeur utile des choses qui se taisent. Il prit alors le temps de regarder ce qui, dans la poussière et la chaux, tenait encore et ne tiendra jamais, les noms absents. Sous une corniche, sur la chaux grasse, quelqu'un avait griffé, parfois mal, une série de prénoms avec des années maigres, pas une liste d'état civil, une supplique venue du bourg, ou des femmes qui passaient, ou des gardiens qui ne pouvaient pas écrire dans leur registre, il recopia ces prénoms dans son cahier sans les trier, il plaça face à chaque date une minute d'allumage approximative, non pour un procès, pour les tenir, il les rangea avec les plaques muettes. C'était sa manière de rendre au jour la place des visages sans faire un mur de lamentation. Cette page obligea son métier à garder la dureté du réel. Corriger ne restitue pas, corriger empêche la suite de répéter. La rentrée d'automne installa une seconde tentation venue de surface, l'électricien d'un grand magasin proche voulait poser des lettres lumineuses, une enseigne généreuse en angle et en retour, les plans montraient des caissons pleins, la première note du soir réclamerait l'attention des passants au même moment où le pylône sud-est envoie sa note vers le champ de Mars, l'air n'aime pas les superpositions, elles créent des couloirs, elles inventent des conduits invisibles aux cartes-mets. Docile au nuque. Le photographe fit passer, par le quincaillier qui vend déjà des rondelles de cuir, son manuel court, feutre derrière les caissons, vapeur d'eau sous les consoles au premier allumage, et vents opposés, drap pour les essais, désaccord par avance, l'électricien n'écrivit pas qu'il avait reçu l'avis, il monta ses lettres avec une bonté technique inattendue, le premier soir l'enseigne réclama et la rue lui donna, mais aucune nuque ne se trouva aspirée. L'air garda son épaisseur humaine, l'attention circula sans s'agréger, les petites mains qui passaient devant le magasin passèrent, c'était suffisant. Une nuit de gel assortit la tour d'un halo qui durcit les contours et donna envie à de vieilles habitudes de se servir, on entendit dans l'atelier un frislis semblable au chant d'une corde fine, une vibration chercha son chemin dans la charpente, le photographe posa d'instinct 3 terrines d'eau froide qui lourdirent l'air à hauteur de cheville, l'onde renonça à s'installer dans les basses, il remplaça un feutre qui craquait comme un pain trop sec, il recala une plaque trop propre. Il vérifia que la boue des jours derniers n'alimente pas un pont, la tentative échoua par excès d'anticipation, la correction devient réflexe lorsqu'on a appris la musique d'un lieu. Il nota dans son cahier le mot bref qui suffit à la fatigue, tenue. Dans les mois qui suivirent la mécanique des corrections s'enseigna à elle-même. Il eut, dans son atelier de plaques, la visite de mains qu'il ne nommerait pas, des doigts qui savent caresser le verre sans le salir, des paumes qui tiennent des feutres sans les écraser, des pas qui connaissent les escaliers d'entretien, il ne donna pas d'instructions, il laissa le manuel ouvert au milieu de la table, la méthode circule mieux comme une recette que comme une loi, on vit, sous le champ de Mars, des draps humides posés sans qu'il les ait apportés, des terrines déplacées avant qu'il ne les réoriente, un feutre lavé qu'il n'avait pas rincé, des grains de sable disposés en rigole selon un autre angle que le sien, la correction entrait dans des gestes partagés. Il comprit qu'un atelier n'est pas seulement un lieu protégé du monde, c'est un espace où les consciences se mettaient d'accord pour renoncer à leur propre fierté d'auteur. La chaîne d'erreurs initiales avait trouvé sa chaîne d'humilité. Il resta, pourtant, sur la peau du vieux châssis une persistance qu'aucune matière ne peut altérer complètement, la paume imprimée par l'ancien essai ne s'effaçait pas, elle se raréfiait, elle se durcissait, elle ressemblait à une lune dans un ciel qui ne nous appartient plus, elle disait autre chose que la faute, elle rappelait que les surfaces conservent un monde qui ne demande pas notre pardon mais notre tenue. Le photographe accepta cette géographie, il la transmit comme on transmet un défaut utile,
ne pas tenter la pureté, maintenir la santé. À la surface, la tour poursuivit ses soirs sans réclamer la dette, la ville adopta des enseignes qui n'insistèrent pas sur les minutes qui mordent, l'exposition devint un souvenir accrochable, des images de palais disparus, des cartes postales qui ne blessent personne, les marchands vendirent des vues qu'on regarde sans que la nuque se tende, la photographie reprit sa place d'outil de mémoire plutôt que d'agent de capture. Le photographe ouvrit moins son registre, il laissa l'encre dormir, il garda ses matières prêtes, il visita l'atelier à des intervalles qui se comptent en saison plutôt qu'en soir, il apprit à lire le rien comme une phrase tenue. La dernière alerte, avant la conclusion qu'une ville bâtisse toujours autrement, vint non de la tour et de ses pylônes, mais d'un essai à blanc sur une plateforme latérale où des jeunes ingénieurs voulaient jouer une musique de faisceau comme on improvise un motif, l'air s'énerva d'un rien dans l'escalier, la poussière hésita à se lever, le châssis ancien vibra comme une peau qui se souvient malgré elle, on posa d'instinct un drap, on déplaça l'eau, on ouvrit la fenêtre de service, la tentation s'évanouit. Le photographe ajouta sur son manuel un dernier ajout bref, se méfier des improvisations, les machines ne pardonnent pas l'esprit, leur bonté vient de la répétition. La main qui avait resserré la bague de caoutchouc garda ce feuillet comme on garde une prière de métier, non pour des temps de crise, pour les minutes où l'on aime trop son instrument. Le reste tient en quelques mots qui, pour la mémoire des villes, valent des colonnes, la saison que l'on redoutait passa sans perte, la suivante imita sa sœur, l'hiver ne réclama rien, les printemps montrèrent des draps secs et des feutres lourds rangés dans l'armoire, la tour continua sans devenir vorace, la pelouse resta un lieu pour des jeux pauvres, l'atelier s'enrichit du luxe des lieux vides, la mémoire de la paume blanche demeura comme on garde un filigrane dans le papier. Un signe qui oblige la main qui l'effleure à continuer d'aimer les corrections plutôt que les cohortes. Le photographe referma son cahier à la fin d'une année avec cette ligne qui ne prend pas de place et qui oblige ceux qui la lisent à se tenir, la lumière doit passer par des matières patientes, la ville ne doit pas la nourrir de regards qu'elle ne peut rendre, tenir. Le temps prit la ville par les épaules et la tourna doucement vers d'autres urgences, les pavillons démantelés quittèrent la mémoire collective comme les cirques qui passent sans laisser de clous, la tour se rangea à son horaire mince, organe devenu discret qui s'allume pour dire aux rives que Paris respire encore, et sous le champ de Mars l'atelier fixé par des peaux froides entra dans cette saison rare où un lieu retrouve son état de cave honnête, odeur de chaud, métal refroidi, poussière lourde, cadres immobiles, rien qui réclame et rien qui murmure. Le photographe apprit la vertu des visites où l'on ne fait presque rien, il descendit à la faveur des brumes basses, posa la paume au même endroit sur le cadre pour mesurer la fatigue bonne d'un métal qui ne cherche plus la note, retira une pellicule d'humidité sur une collerette, remua d'un doigt la rigole de sable pour conserver au sol sa paresse, rinça un feutre, recouvrit la plaque ancienne d'un drap sec qu'il rehumidifierait au prochain orage, inscrivit sur son registre des mots sans panache qui valent mieux que toutes les proclamations, stable, tenu, calme, puis remonta respirer au ras de la Seine où les enfants reprenaient des courses qui ne se souviennent pas de ce qu'elles ont traversé. La persistance blanche de la paume sous le verre cessa de réclamer un regard, elle s'installa comme s'installent les cicatrices qui enseignent aux mains à ne plus revenir au même geste, elle perdit son bistre, elle gagna la nuance des choses qui n'appartiennent plus à personne, elle devint une leçon. L'hiver passa avec ses pointes de gel qui tentaient parfois de tirer la charpente comme on tire une corde fatiguée, les corrections répétées opposèrent aux humeurs du fer la lourdeur humble des matières, feutre, drap, terrine, sable, cuir, et chaque minute d'allumage redevint ce qu'elle doit être, une respiration d'orgueilleux sans tribut. À la surface les vendeuses fermèrent leurs boîtes sans ce retard nerveux que l'on voyait autrefois, les gendarmes n'eurent plus ces tournées papillonnantes qui cherchent les paniers renversés, les mères rentrèrent en tenant une main qui ne se perd pas dans la minute, le champ de Mars reprit l'allure terne et bonne d'un endroit où l'on respire en comptant peu. Le photographe mit de l'ordre dans sa valise d'absorption, il y rangea ses plaques muettes en piles qui sentaient l'eau froide, il roula ses draps dans un tissu grossier, il étendit ses feutres contre un mur pour ne pas nourrir des moisissures qui créent des notes, il remplaça les terrines fendillées, il étiqueta pour personne une armoire sans clé, armoire de correction, technique de bonté, ne pas déplacer. Il sut qu'il ne laisserait pas au monde un récit à lire mais des matières à reprendre. Il préféra aux mémoires imprimées la survivance d'un manuel qui s'enseigne par les mains. La crue de 1910 traversa Paris avec sa lourdeur d'eau sans morale, la Seine monta sans passion et sans mots, elle prit les caves, elle engourdit les quartiers, elle trouva les couloirs du champ de Mars comme on retrouve un lit ancien, elle descendit dans l'atelier par des chemins qu'aucun plan ne raconte, l'eau pénétra sans fracas, elle posa sur la plaque vieille une couche de limon qui vaut des couches de drap, elle alourdit l'air jusqu'aux chevilles. Elle imposa au conduit le silence gras. Des jours sans oxygène, elle cassa, par son poids, les velléités de notes, elle fixa dans la poussière un ciment clair, elle scella l'orgue pour plus d'une saison. Le photographe descendit dans cette fraîcheur d'égout qui lave les prétentions, il constata, au premier pas, qu'il n'aurait pas à lutter pour empêcher des basses, l'eau avait rattrapé la ville par sa technique, il posa un regard reconnaissant sur des surfaces qu'il n'avait pas fabriquées, la boue accomplit son métier, elle enfonça dans la mémoire ce qui aurait pu reprendre.
Elle dessina sur la peau du verre des dessins de limon qui recouvrirent la paume d'un voile uniforme comme une neige. Pauvre, il ne tenta ni de gratter ni de polir, il apprit de cette matière lente la manière de sceller sans injurier, il nota sur son registre un mot qui ne lui était pas familier et qu'il adopta, scellé par la boue, il rangea la lampe, il remonta par un escalier où les marches rendaient un bruit de cordes mouillées, il adopta pour plusieurs mois l'économie des visites au-dessus de la ligne de flottaison, l'atelier n'avait plus besoin de lui. La scène venait d'appliquer à la promesse fautive une correction de fleuve. Les années suivantes déclinèrent les mêmes précautions sous des habits différents, la ville inventa des enseignes plus hautes, des lettres plus fières, des couloirs lumineux sur les boulevards, et la méthode circula comme circulent les remèdes qui ne réclament pas de crédit, le quincaillier posa sur son comptoir les rondelles de cuir qui valent des pèlerinages, des électriciens qu'il n'avait jamais vus passer par la boutique et repartir avec des feutres et des consignes griffonnées sur du papier d'emballage, ne pas enfermer des pots sensibles dans des caissons, préférer les ouvertures aux obturations, opposer l'eau aux orgueils, desserrer avant l'heure. Le manuel anonyme continua d'aller d'atelier en atelier sans signature, il prit la patine des recettes, on le recopia sans y mettre de nom, on l'améliora par petites touches, on ajouta une phrase utile, toujours ouvrir une fenêtre de service quand l'air devient trop fier. Et les lettres s'enflammaient sans rien prendre à la rue. Le photographe, qui savait le poids des saisons, fit ce que font les hommes quand ils pressentent qu'ils ont franchi la part de leur trajectoire où l'obstination devient une technique transmissible, il rangea dans une caisse de bois une poignée de plaques muettes craquelées, un drap roulé devenu presque lisse à force d'être rincé, un feutre qui avait bu de bons hivers, 3 terrines fendues et recollées avec une colle d'atelier, un sachet de sable du champ de Mars, la bague de porcelaine fendue devenue inoffensive, une poignée de cuir, une page de son registre où l'on lit les mots pauvres qui tiennent, moins, tenu, stable, calme, scellé, tenir, il tapa au marteau le couvercle, il traça au crayon gras sur le bois un nœud point 6 que personne ne comprendra plus tard s'il n'a pas à descendre, il glissa la caisse au fond d'une niche sèche, il reboucha avec une brique et un mortier de chaux, il laissa l'armoire sans clé telle quelle. Ouverture et pauvreté, il se garda de faire de l'atelier un sanctuaire, on ferme les sanctuaires et on oublie les recettes, il fit en sorte que le lieu ressemble à une réserve, il laissa aux mains qui viendraient l'occasion d'inventer par répétition. La guerre coupa dans les gestes avec cette violence qui n'épargne ni les machines ni les consciences, la tour continua d'être un repère dans des villes qui perdent leur bord, mais elle coupa ses feux plus souvent, elle se rangea à des injonctions qui tiennent en mots courts, pas de lumière. La nuit, l'atelier, sous la pelouse, profita de cette abstinence forcée pour s'enfoncer plus dans le silence, la boue sèche devint poussière, la poussière prit la pesanteur d'un plâtre, les matières rangées gardèrent leur hospitalité, le photographe vieillit dans des chambres plus humbles où l'on développe des plaques qui montrent des rails, des cortèges, des visages sérieux, ses mains gardèrent le réflexe de poser de l'eau, de décaler d'un doigt les objets qui s'aiment trop, il pratiqua sa méthode partout où la ville tentait des accords qui escamotent les corps, dans les ateliers de lampisterie du métro, dans les magasins où des lettres réclamaient la rue entière. Sur des ponts où l'on posait des feux nouveaux, il répéta, comme on fait tourner des mots de passonnette, ne pas offrir un visage à la machine. Lorsque la paix recommença à ressembler à de la vie, la tour se remit à ses soirs maigres, les enseignes envahirent les boulevards avec l'arrogance propre aux choses qui reviennent, le manuel avait précédé la fanfare, les feutres, les draps, les terrines, les sables, les cuirs avaient déjà trouvé leur place derrière les lettres, dans les caissons, sur les consoles, dans les couloirs de service, la correction avait acquis la force lente des habitudes. On n'en parle plus et elle gouverne. Le photographe marcha encore quelques années entre la Seine et le Champ de Mars, il descendit plus rarement à l'atelier parce qu'un lieu tenu doit être laissé à sa tenue, il mit de côté son registre, il garda une page blanche pour une phrase qu'il ne trouverait pas, il n'éprouva ni envie d'archives ni goût pour les versions, il sut que ce qui a été empêché ne demandait ni plaque commémorative ni récit héroïque. Il continua de répondre aux saisons avec des gestes pauvres, et il devint, peu à peu, un homme dont la ville ne retient pas le nom mais dont les corrections continuent. La dernière fois qu'il descendit, sans autre motif que de vérifier que l'odeur n'a pas tourné, l'atelier lui donna, comme un cadeau de lieu, une image qui n'était plus une image mais un état, la paume blanche sous le verre avait presque disparu, non parce qu'une main avait frotté, parce qu'une autre main, la main du temps, avait fait son office, les microbules s'étaient aplaties sous les saisons, le limon avait gagné une homogénéité de couche, le drap avait, par ses pauses répétées, inscrit dans la poussière un désir de dormir, il posa la paume à côté de l'empreinte, il sentit passer dans son propre bras non pas la fierté mais la santé d'un lieu, il se détourna sans cérémonie, l'atelier devait rester une cuisine des corrections et non un chapitre de roman. Une photographie sans importance, prise plus tard par un autre artisan lors d'un automne où la tour acceptait des soirs sans spectateurs, montra, si l'on sait la regarder, ce que la ville aime donner aux consciences qui ont tenu, sur le bord du cadre un garçon en casquette passé dans la profondeur de chansons si collées, flou, mal cadré, en retrait, silhouette qui traverse, preuve maigre que la mémoire des machines n'emporte pas tout et qu'un enfant peut, dans la lumière d'une ville, garder.
Sa légère part d'ombre, aucune autorité n'entoura ce tirage de mots, c'était mieux ainsi, la correction n'aime pas les légendes. Le photographe remit son registre au quincaillier plutôt qu'à un bureau, il laissa dans la caisse de bois des objets qui ne valent rien au marché et qui valent tout aux endroits où l'on évite des drames, il écrivit sur la première page cette ligne qui sait se taire et qui sait commander, la lumière doit être tenue par des matières patientes, ne pas lui offrir des regards à la place des charpentes, tenir les minutes par l'eau, le feutre, le cuir, le sable. Ouvrir au lieu de serrer, désaccorder. Avant que la note ne se prenne, préférer la santé au théâtre, il posa le livret sur le comptoir et partit en laissant au mur la couleur de quelqu'un qui a beaucoup rangé et peu parlé. Les décennies suivantes, qui aiment à se baptiser d'art nouveau, firent passer les lumières de la tour de l'exception à la routine, elles tentèrent d'autres orgues, de grands rubans sur des façades, des couronnes de lettres sur les toits, des rivières de tubes dans les intérieurs, chaque invention alimenta le réseau discret des mains qui portent les corrections, des feuilles du manuel circulaient tachées de vin ou de graisse, on y ajoutait des additifs qui respectaient l'esprit des premiers. Gestes, ne pas coincer les basses, poser des terrines au premier choc, caler les caissons par des feutres humides, ouvrir des respirations par des fentes opposées, dresser l'attention de la salle en préférant les surfaces lourdes aux surfaces sensibles, l'atelier n'était plus un lieu, il devint une manière de tenir les villes quand elles jouent avec leur lumière. À la surface, entre deux fêtes, le Champ-de-Mars conserva un pli que personne n'attribue à des draps et des feutres, les gens du quartier s'arrêtent encore une seconde avant la minute sans s'en vanter, les enfants ralentissent instinctivement, les chiens ramènent sans instruction, les vendeuses rabattent la couverture de leur caisse 2 battements avant le choc, les gendarmes regardent de manière large en faisant mine de rien, c'est ainsi qu'une ville devient intelligente, elle adopte des gestes minuscules qui empêchent les orgues de reprendre l'idée de gouverner des nuques. Un jour, bien après que la plupart des hommes qui avaient inventé, corrigé, entretenu, se furent confondus avec le rythme de la ville, des ouvriers chargés d'une réfection sous la pelouse cassèrent à la pioche une cloison et retrouvèrent, dans une niche sèche, la caisse marquée d'un point si tracé à la hâte au crayon gras, ils l'ouvrirent pour savoir si elle pouvait être jetée, ils trouvèrent des plaques muettes, des draps secs, des feutres sans odeur, des terrines fissurées, des sables en sachet, la bague de porcelaine n'allait, une page de registre avec les mots pauvres qui tiennent les villes, ils ne comprirent pas l'ensemble, ils n'en eurent pas besoin, l'un d'eux, par routine de métier, prit la bague, la tourna dans sa main, la reposa avec respect, un autre prit le feutre et se dit qu'il en manquait un à son chantier, un troisième reconnut dans la page une écriture qui n'exige rien, ils refermèrent, ils replacèrent la caisse au même endroit, parce que ce qui a servi à corriger sans théâtre mérite d'être gardé sans musée. La conclusion appartient moins à la littérature qu'au registre des faits modestes, depuis la saison où l'atelier fut corrigé par des matières patientes et scellées par la boue, la tour s'allume sans emporter ce que la ville ne peut rendre, les enseignes tiennent sans dévorer d'épaules, les lettres brillent sans aspirer des regards, la minute conserve sa beauté d'orgueil sans taxer les invisibles. Et le Champ-de-Mars a gardé pour mémoire une armoire sans clé et une caisse en bois que nul ne pille. Parce que le progrès qui tient se nourrit d'objets pauvres et de mains qui n'écrivent pas leur nom. Il reste, sous la peau du verre ancien, une lueur pâle qui ressemble à un ciel usé, si l'on passe la main très doucement on croit sentir un frisson qui n'est plus de l'électricité, c'est la gratitude des lieux tenus, elle ne demande pas à être publiée, elle demande à être maintenue.